Bonjour les amis. Là-bas, caché dans la lumière d'une étoile à des centaines d'années-lumière, une découverte a été faite qui pourrait changer l'histoire de l'humanité pour toujours. Ce n'est pas un signal radio. Ce n'est pas un vaisseau spatial. C'est un indice silencieux, presque invisible. L'écho chimique d'1 milliard de minuscules organismes, tous respirant dans une mer extraterrestre. Nous vivons un âge d'or de l'exploration, armés d'outils dont nos ancêtres ne pouvaient que rêver. Et ces dernières années, ces outils ont commencé à renvoyer des données qui nous forcent à envisager la possibilité très réelle que nous ne soyons pas seuls. Oubliez ce que vous pensez savoir sur la recherche d'extraterrestres. Ce n'est plus seulement de la théorie. C'est l'histoire des méthodes secrètes que les scientifiques utilisent actuellement pour scanner les cieux extraterrestres. Des mondes où nous avons les meilleures chances de trouver de la vie, et des découvertes surprenantes qui nous mènent au bord d'une réponse. Pour appréhender la recherche de vie, il faut en comprendre l'échelle presque absurde. Notre foyer, la galaxie de la Voie lactée, est une ville tentaculaire d'au moins 100 à 200 milliards d'étoiles. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, nous ne savions pas si ces étoiles avaient des planètes. Mais au cours des 3 dernières décennies seulement, notre perspective entière a été révolutionnée. En 2025, 30 ans après la découverte de la première exoplanète, nous avons confirmé plus de 6000 planètes en orbite autour d'autres étoiles. Et ce n'est qu'en scannant une infime fraction du ciel. Des missions révolutionnaires comme le télescope spatial Kepler de la NASA et son successeur TESS nous ont montré que les planètes ne sont pas l'exception. Elles sont la règle. Les données suggèrent de manière écrasante qu'il y a au moins une planète pour chaque étoile de la galaxie. Cela représente des centaines de milliards de planètes rien que dans notre Voie lactée. Et notre galaxie n'est qu'une des quelques 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Le nombre de planètes là-bas est stupéfiant, dépassant presque certainement tous les grains de sable de toutes les plages de la Terre. Ce recensement cosmique a révélé un véritable zoo de mondes bizarres. Il y a des Jupiters chaudes qui bouillonnent sous l'éclat de leur étoile, des super-terres avec une gravité écrasante, et même des planètes errantes vagabondant seules dans la nuit sans fin. Mais les véritables trésors sont les planètes semblables à la Terre. Des mondes rocheux, de notre taille, orbitant autour de leurs étoiles à une distance qui n'est ni trop chaude ni trop froide. Cette abondance même nous amène à une question profonde et obsédante, un paradoxe formulé pour la première fois par le physicien Enrico Fermi lors d'un déjeuner décontracté en 1950. Étant donné l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années et les trillions et trillions de planètes, il a posé une question simple qui résonne encore aujourd'hui. Où est tout le monde ? Si la vie n'est pas un miracle unique, propre à la Terre, alors certaines de ces mondes auraient dû produire une vie intelligente, et certaines de ces civilisations devraient être des millions, voire des milliards, d'années plus avancées que nous. Une civilisation extraterrestre aussi ancienne aurait eu amplement le temps de maîtriser le voyage interstellaire et de laisser sa marque à travers la galaxie. Alors pourquoi ce silence ? Nous ne voyons pas d'empire s'étendant sur les étoiles. Nous n'entendons aucun bavardage cosmique. Ce grand silence est le mystère central qui motive la chasse à la vie extraterrestre. Sommes-nous vraiment seuls ? Y a-t-il un grand filtre qui empêche la vie de devenir galactique ? Ou avons-nous simplement cherché les mauvais signes ? Avant de trouver la vie, il faut une recette. Alors que Hollywood adore les monstres complexes, la vraie recherche scientifique commence par les microbes. Pendant la majeure partie de son histoire, toute vie sur Terre était unicellulaire. Statistiquement, c'est ce que nous sommes le plus susceptibles de trouver. La recette de cette vie, telle que nous la connaissons, a 3 ingrédients clés. Premièrement, de l'eau liquide. C'est le solvant universel, la scène sur laquelle la chimie de la vie se déroule. Sur Terre, partout où nous trouvons de l'eau, nous trouvons de la vie. Deuxièmement, de l'énergie. La plupart de la vie ici utilise le soleil, mais les écosystèmes des grands fonds marins prospèrent grâce à l'énergie chimique des évents hydrothermaux, un processus appelé chimiosynthèse. Cela prouve que la vie n'a pas strictement besoin de la lumière du soleil, juste d'une source d'énergie. Troisièmement, les bons éléments constitutifs. La vie terrestre est basée sur le carbone. Les atomes de carbone sont exceptionnellement doués pour former les longues chaînes complexes qui créent l'ADN et les protéines. Bien que certains spéculent sur la vie basée sur le silicium, le carbone reste notre principal suspect. Cette recette nous oriente vers la fameuse zone habitable, ou zone de boucle d'or. C'est la bande orbitale autour d'une étoile,
où les températures sont propices à l'existence d'eau liquide à la surface d'une planète. Mais ce n'est pas si simple. L'étoile elle-même compte. Une étoile chaude et brillante a une zone habitable large et éloignée. Une naine rouge froide et faible en a une minuscule, blottie tout près. De plus, l'atmosphère d'une planète est une énorme inconnue. Une atmosphère épaisse peut emprisonner la chaleur, rendant une planète située à la limite extérieure froide de la zone chaude et humide. Mais voici le nouveau problème crucial, les faux positifs. Ce n'est pas parce que nous trouvons quelque chose sur la liste de courses que la vie est en train de se préparer. Par exemple, l'oxygène est une biosignature classique, un signe de vie. Mais nous savons maintenant que sur une planète autour d'un autre type d'étoile, un rayonnement ultraviolet intense pourrait diviser les molécules d'eau dans la haute atmosphère, créant beaucoup d'oxygène sans aucune vie. Tout processus qui imite un signe de vie est appelé un faux positif, et les éviter est l'un des plus grands défis de l'astrobiologie moderne. Les scientifiques ne peuvent pas se contenter de chercher un produit chimique. Ils doivent examiner l'ensemble du tableau. Alors, comment repérer une minuscule planète à des années-lumière de distance? L'éclat de l'étoile rend la vision directe presque impossible. Les astronomes sont donc devenus des détectives, utilisant de brillantes méthodes indirectes. La plus efficace est la méthode du transit. Lorsqu'une planète passe devant son étoile de notre perspective, elle bloque une fraction minuscule de la lumière stellaire, provoquant une légère et temporaire baisse de la luminosité de l'étoile. Cette baisse est le transit. Pour une planète de la taille de la Terre, cela représente une diminution d'environ 0,01%, mais nos télescopes sont suffisamment sensibles pour la détecter. Si ces baisses se produisent à intervalles réguliers, vous avez trouvé une planète et son orbite. C'est pour cela que les missions Kepler et TESS ont été conçues. À partir de là, nous apprenons la taille de la planète et sa période orbitale, ce qui nous indique si elle se trouve dans la zone habitable. Alors que les transits nous donnent la taille, la méthode des vitesses radiales nous donne la masse. La gravité d'une planète tire sur son étoile, ce qui fait vaciller l'étoile en un petit cercle. Nous détectons ce vacillement grâce à l'effet Doppler. Lorsque l'étoile se rapproche de nous, sa lumière se décale vers l'extrémité bleue du spectre. Lorsqu'elle s'éloigne, elle se décale vers le rouge. L'ampleur de cette oscillation nous indique la masse de la planète. Combinez la taille d'un transit avec la masse de l'oscillation, et vous pouvez calculer la densité. Et la densité vous dit de quoi est faite la planète. Un monde à faible densité est une géante gazeuse. Un monde à haute densité est rocheux, comme la Terre. Aujourd'hui, ce processus est démultiplié. Les scientifiques utilisent désormais l'IA et les algorithmes d'apprentissage automatique pour passer au crible les pétaoctets de données des télescopes, identifiant ces faibles signaux planétaires beaucoup plus rapidement et plus précisément que n'importe quel humain ne le pourrait. Un étudiant de premier cycle a même développé un algorithme qui a découvert 8 nouveaux signaux potentiels d'intérêt qui avaient été manqués lors d'analyses précédentes. Trouver une planète rocheuse au bon endroit n'est que la première étape. Le véritable secret pour trouver la vie réside dans la lecture de son atmosphère. Au cours de milliards d'années, la vie a complètement transformé l'air de la Terre. Si la vie existe ailleurs, elle transforme très certainement aussi son atmosphère. Les indices chimiques qu'elle laisse derrière elle sont appelés biosignatures. La technique révolutionnaire qui nous permet de faire cela est la spectroscopie de transmission. Lorsqu'une planète transite, une partie de la lumière des étoiles filtre à travers son atmosphère. Ce faisant, les gaz de cet air absorbent des couleurs très spécifiques de la lumière. Chaque produit chimique, oxygène, méthane, eau, a un code barre unique de couleurs qu'il élimine. Le télescope spatial James Webb, un observatoire infrarouge, est le maître de cette technique, car de nombreuses molécules clés laissent leurs empreintes les plus fortes dans la lumière infrarouge. Les scientifiques ne recherchent pas seulement un seul gaz, ils recherchent une atmosphère qui n'a aucun sens sans vie. Le Saint Graal est un état de déséquilibre chimique. Par exemple, trouver beaucoup d'oxygène est excitant. Mais trouver beaucoup d'oxygène et de méthane en même temps est un signe de vie beaucoup plus fort. Ces deux gaz réagissent rapidement et se détruisent mutuellement. Si vous les trouvez tous les deux en grande quantité, cela implique que quelque chose les produit constamment et rapidement, ce qui indique un monde vivant. Le JWST a mis cette théorie à l'épreuve sur K2-18b, une super-Terre située à environ 124 années-lumière. Les premiers résultats ont été électrisants. Le JWST a confirmé des molécules contenant du carbone, comme le méthane et le dioxyde de carbone.
mais il a également trouvé un indice ténu de quelque chose d'autre, une molécule appelée sulfure de diméthyle, ou DMS. Sur Terre, le DMS est une substance produite en grande majorité par la vie, principalement par le phytoplancton marin. Cette odeur salée et sulfurée de l'océan est en grande partie due au DMS. Cependant, la communauté scientifique est maintenant plongée dans un débat houleux. Le signal DMS est ce qu'on appelle une détection de faible confiance, et des analyses ultérieures ont montré qu'il pourrait s'agir simplement de bruit instrumental ou d'un hasard statistique. Pour compliquer davantage les choses, une étude de 2024 a détecté du DMS sur une comète froide et sans vie, prouvant que des sources non biologiques sont possibles. La détection de K2-18b n'est pas encore confirmée, mais une étude de suivi en 2025 utilisant un instrument JWST différent a rapporté que le signal était fort et clair, bien qu'il n'ait toujours pas atteint le seuil de 5 sigma nécessaire pour une découverte définitive. Le verdict n'est pas encore tombé, mais c'est l'avant-garde de la science, une trace chimique potentielle d'un océan extraterrestre porté par un rayon de lumière stellaire. Grâce à nos nouveaux outils puissants, nous avons maintenant une liste des exoplanètes les plus recherchées. En tête de liste se trouve le système TRAPPIST-1. À seulement 40 années-lumière de distance, ce système possède 7 planètes rocheuses de la taille de la Terre en orbite autour d'une petite naine rouge froide. Au moins 3 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable. La star du spectacle est TRAPPIST-1. Elle a presque exactement la taille de la Terre et reçoit une quantité de lumière similaire. Cependant, les récentes observations du JWST ont été des montagnes russes. Alors que les études initiales excluaient une atmosphère épaisse de type vénusien, elles n'ont pas non plus trouvé de signe définitif d'une atmosphère quelconque. Des modélisations plus récentes, fin 2025, suggèrent qu'un signal de méthane possible, détecté plus tôt, pourrait en fait être un faux positif causé par l'étoile elle-même. L'habitabilité de TRAPPIST-1 est maintenant plus mystérieuse que jamais, et d'autres observations sont prévues. Vient ensuite Kepler 186f, le premier monde de la taille de la Terre jamais trouvé dans la zone habitable d'une autre étoile, à environ 500 années-lumière. Elle se trouve à l'extrémité plus froide et extérieure de sa zone, une cousine de la Terre. Sa distance la rend incroyablement difficile à étudier, mais sa découverte a prouvé que des planètes comme la nôtre étaient en courante. Ensuite, il y a LHS 1140b, une super-Terre à environ 48 années-lumière de nous. Les récentes observations du JWST en 2023 et 2024 en ont fait une cible de premier ordre. Les données suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un véritable monde aquatique, avec de vastes océans constituant une énorme partie de sa masse. Parce qu'elle est verrouillée par les marées, un côté faisant toujours face à son étoile, les modèles prévoient un climat bizarre et fascinant. Une planète majoritairement gelée, avec un immense océan circulaire, en œil, d'eau liquide, directement sous l'étoile, où les températures pourraient être confortables, à 20 degrés Celsius. Le plus excitant, c'est que ces observations ont livré le tout premier indice d'une atmosphère riche en azote sur une exoplanète rocheuse de zone habitable, tout comme celle de la Terre. Cette détection est encore provisoire et nécessite plus de temps d'observation avec le télescope pour être confirmée. Mais l'enthousiasme autour de ce monde est immense. Ces planètes, TRAPPIST-1, K2-18b et LHS 1140b, sont les frontières où nos théories sont testées. Chaque nouvelle donnée nous rapproche d'une réponse. Notre focalisation sur la zone habitable pourrait être trop étroite. Notre propre système solaire laisse entrevoir la vie dans des endroits inattendus. Europe, la lune de Jupiter, en est un excellent exemple. Recouverte de glace, et bien au-delà de la zone habitable, elle devrait être stérile. Mais sous cette coquille de glace, il existe des preuves accablantes d'un océan global d'eau liquide. La chaleur provient de Jupiter elle-même. Son immense gravité étire et comprime Europe, générant suffisamment de friction de marée pour maintenir l'océan caché liquide. Nous observons des preuves similaires sur Encelade, la lune de Saturne, qui crache des geysers d'eau et de molécules organiques depuis son propre océan souterrain. Cela a conduit les scientifiques à imaginer une nouvelle classe de planètes Haïtiens, un mot valise de hydrogène et océan. Ce sont des mondes théoriques avec des océans d'eau liquide sous des atmosphères épaisses et riches en hydrogène. K2-18b est l'exemple emblématique de ce type de monde. Pendant des années, ces planètes ont été ignorées, mais de nouvelles recherches suggèrent que les conditions à la surface de l'océan pourraient être idéales pour la vie.
Cela nous force à repenser ce que signifie « habitable » et à reconsidérer nos hypothèses sur la vie elle-même. La vie sur Terre est tenace. Les extrémophiles prospèrent dans l'eau bouillante, l'acide et même les déchets radioactifs. Les oursons d'eau microscopiques ou tardigrades peuvent en survivre au vide spatial. Cette résilience suggère que la vie extraterrestre pourrait être plus étrange que nous l'imaginons. Qui a dit qu'elle devait être basée sur le carbone ? Bien que peu probable, certains scientifiques envisagent toujours une vie basée sur le silicium. La vie pourrait-elle exister dans les lacs de méthane de Titan ? La recherche de biosignatures évolue pour rechercher tout déséquilibre chimique que la géologie seule ne peut expliquer. Alors que la recherche de microbes est fondamentale, le rêve originel de trouver des civilisations intelligentes, le programme SETI, est toujours bien vivant. La recherche s'est élargie, passant de la simple écoute des signaux radio à la recherche de toute preuve de technologie, appelée technosignature. Pendant 60 ans, SETI a principalement consisté à utiliser des radiotélescopes pour écouter des messages délibérés. Mais la nouvelle approche consiste à rechercher les sous-produits technologiques. Une idée est de rechercher la pollution industrielle. La détection de composés artificiels comme les chlorofluorocarbones, qui n'existent pas dans la nature, dans l'atmosphère d'une planète, serait un signe révélateur d'activité industrielle. Un autre type est la technosignature temporelle. Imaginez une planète couverte de lumière de ville. En tournant, sa luminosité scintillerait selon un motif répétitif et artificiel. Nous pourrions également rechercher des changements dans la pollution au fil du temps, comme la baisse temporaire des émissions que nous avons observées sur Terre pendant les confinements liés au Covid-19. Des idées plus avancées incluent la recherche de sphères de Dyson, des mégastructures hypothétiques construites pour encercler une étoile et capter toute son énergie. Un tel objet brillerait intensément dans l'infrarouge à cause de la chaleur perdue, une signature que le télescope spatial James Webb est parfait pour trouver. L'utilisation de l'IA révolutionne également ce domaine, en entraînant des algorithmes à repérer des signaux anormaux dans les données de télescopes que nos biais humains pourraient nous faire négliger. C'est un bon moment pour vous demander votre soutien. Si vous appréciez ce voyage à la pointe de la science, veuillez envisager de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cela nous aide à continuer à explorer ces sujets incroyables. Que se passe-t-il si nous trouvons réellement quelque chose ? Cette question est passée de la science-fiction à une politique sérieuse. La communauté scientifique dispose de protocoles de post-détection établis de longue date, rédigés pour la première fois en 1989 et mis à jour aussi récemment qu'en 2025 pour tenir compte de notre monde hyper connecté. La première règle est la vérification. Avant toute annonce publique, le signal ou la preuve doit être confirmé indépendamment par d'autres scientifiques et observatoires pour écarter les erreurs ou les canulars. Une fois qu'une détection est confirmée, avec un haut degré de certitude, les protocoles stipulent que la découverte doit être signalée ouvertement et en toute transparence au public, à la communauté scientifique et au secrétaire général des Nations Unies. La règle la plus critique concerne la réponse. Les protocoles stipulent explicitement qu'aucune réponse ne doit être envoyée à un signal confirmé provenant d'une source intelligente sans une large consultation et un consentement international, probablement par l'intermédiaire d'un organisme comme l'ONU. Cela vise à empêcher une seule nation ou un seul groupe de parler au nom de toute l'humanité. Le débat sur la question de savoir si nous devons activement envoyer des messages aux extraterrestres ou simplement écouter est féroce. Certains, comme le regretté Stephen Hawking, ont averti que contacter une civilisation plus avancée pourrait être désastreux pour l'humanité. La découverte de vie microbienne soulève des questions éthiques différentes. Bien qu'il n'y ait aucune obligation envers les microbes eux-mêmes, il y aurait une profonde obligation envers nos semblables de protéger et d'étudier cette deuxième jeunesse de la vie, en veillant à ne pas la contaminer ou la détruire. Une détection confirmée de toute forme de vie forcerait une conversation mondiale sur notre place dans le cosmos et nos responsabilités en tant qu'espèce. Nous avons commencé avec un univers qui semble devoir être plein de vie, mais qui paraît étrangement silencieux. Nous avons parcouru les méthodes incroyables que les scientifiques utilisent pour briser ce silence, non pas en attendant un appel, mais en lisant activement les indices chimiques cachés dans la lumière des étoiles. Nous avons vu comment ils trouvent de nouveaux mondes en observant l'atténuation d'une étoile et les pestent en les voyant vaciller. Et nous avons découvert le secret au cœur de la recherche moderne, l'art de lire les codes-barres chimiques dans les atmosphères extraterrestres. Cette technique, suralimentée par le télescope spatial James Webb, nous a menés au bord même de la découverte. Nous avons visité les principaux suspects, l'énigmatique trappiste Wan Yen,
le potentiel monde aquatique en forme de globe oculaire, LHS 1140b, et le révolutionnaire K2-18b, où une bouffée contestée d'une molécule d'origine biologique nous a donné notre indice le plus convaincant et controversé jusqu'à présent. Et ce n'est que le début. Nous sommes la première génération de l'histoire à posséder la technologie permettant de répondre réellement à la question « Sommes-nous seuls ?» Et de l'aide est en route. La mission Plateau de l'Agence spatiale européenne, qui sera lancée vers 2026, scannera 1 million d'étoiles à la recherche de milliers de nouvelles planètes. Après cela, le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA utilisera une technique différente, appelée micro-lentilles, pour trouver des mondes encore plus éloignés, et peut-être même des exolunes. Ces missions jettent main les bases de l'objectif ultime, un futur observatoire conçu spécifiquement pour prendre une image directe d'une planète semblable à la Terre et rechercher dans son atmosphère des signes de vie définitifs et non équivoques. Chaque impasse, chaque roche stérile où nous espérions une oasis est une pièce vitale du puzzle. Cela nous aide à comprendre notre propre place dans le cosmos. Si nous cherchons 100 autres mondes et ne trouvons rien, cela ne fera que souligner à quel point la vie sur notre propre planète est précieuse. Mais si, sur l'un de ces mondes, nous la trouvons, un murmure d'oxygène, un soupçon de méthane, la signature chimique indubitable de la vie, ce sera la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Nous ne serions plus seuls. Le silence n'a pas encore été brisé. Mais pour la première fois, nous commençons à comprendre le langage des étoiles. La réponse est là-bas, écrite en lumière, attendant juste que nous la lisions. Si ce voyage vous passionne, prenez un instant pour share cette vidéo et montrez votre enthousiasme pour la recherche elle-même. Et si vous voulez être là quand cette découverte sera faite, assurez-vous d'être abonné. Merci d'avoir regardé.